Bonjour et bienvenue sur cet épisode de Thé ou Café, un podcast de Caméo, issu d'une discussion live enregistrée le 10 décembre 2024. La mission de Caméo est de permettre aux multipotentiels de bien vivre leur multipotentialité en proposant des informations, accompagnements et outils concrets à utiliser au quotidien. Dans cet épisode, nous abordons en profondeur avec Julien ce qui nous rend sensibles au regard extérieur, de leur importance, de leur impact et de ce que nous avons mis en place nous-mêmes pour nous en détacher. On te souhaite une excellente écoute. On est ravis de vous accueillir chez nous, du coup, chez Caméo, l'endroit pour que les multipotentiels puissent vivre leur multipotentialité en étant bien dans leur basket et pleinement, sans avoir besoin de se cacher, etc. Et donc, on va parler d'un thème ce soir qui est évidemment extrêmement important pour nous. Comment se libérer des jugements extérieurs, puisque... Alors, oui, il y a marqué pour avancer sainement, mais en fait, pour moi, c'est tellement évident que je l'ai oublié. Comment se libérer des jugements extérieurs, puisqu'effectivement, c'est ce qui va nous permettre d'avancer beaucoup plus sereinement en étant bien dans ses baskets. Petite précision sur ce qui est dit là, évidemment, se libérer des jugements extérieurs, ça ne veut pas dire qu'on va se mettre à faire d'un coup n'importe quoi. On continue à vivre en société avec des règles et des usages. L'idée, c'est pas... alors, si ça vous dit, il n'y a aucun souci, hein, mais l'idée, c'est pas de partir vivre au fin fond des Cévennes pour élever des chèvres et ne plus parler à un être humain pendant toute votre vie. Si vous voulez, encore une fois, pas de jugement, il n'y a pas de souci, mais l'idée, c'est comment... L'idée là, c'est de se dire, si vous arrivez à vous dire je plante tout et je vais élever des chèvres dans les Cévennes, au fin fond des Cévennes, c'est qu'a priori vous êtes déjà bien libéré du jugement extérieur, parce que vous avez assumé votre truc. Donc là, l'idée, c'est plutôt qu'on va parler de ce qui est problématique pour les multipotentiels, j'ai envie de dire presque depuis qu'on est né en fait, c'est qu'on fonctionne pas différemment. Pardon, on fonctionne différemment, on fonctionne pas comme les autres. Et ça, on nous le fait sentir depuis qu'on est petit, depuis qu'on est passé par les mailles de l'école, les mailles de notre famille, toutes les rencontres qu'on a pu faire, etc. On nous a fait sentir, on a bien compris qu'on avait un léger décalage. On a bien observé pour essayer de rentrer dans le moule de ce qui était attendu de nous, dans la société dans laquelle on vivait. On a bien compris ce qui était attendu de nous, les règles qu'il fallait suivre pour avoir du succès à l'école, dans l'entreprise, dans les relations amicales, amoureuses, familiales, etc. Donc on connaît les règles. Sauf que, à un moment donné, le regard et le jugement extérieur ont énormément d'importance pour nous parce que toutes ces règles-là, elles ne sont pas naturelles pour nous. C'est pas des choses qu'on va faire naturellement. Et donc, on a passé notre vie et notre enfance et notre adolescence et on s'est passé toutes nos étapes de construction personnelle à attendre le feedback des autres, en fait. C'est-à-dire que c'était simplement les autres qui nous disaient si ce qu'on faisait, c'était bien ou pas, parce que, a priori, ce qu'on ressentait, nous, et ce qu'on avait envie de faire, nous, à l'intérieur, c'était pas ce que les gens avaient. Donc, en fait, on n'a pas on a passé toute notre construction personnelle à essayer d'ignorer ce qui se passait à l'intérieur de nous pour se conformer au jugement des autres. Donc, pour nous, en tant que multipotentiels, se libérer des jugements extérieurs, c'est... un travail énorme en fait. Il suffit pas pour nous, j'en vois souvent des vidéos de développement personnel, je sais pas trop si c'est du développement dans ces cas-là, quand on vous dit juste non mais tu t'en fous du regard des autres. Oui mais non en fait. parce qu'en fait moi toute ma vie, toute ma construction, tout mon être, tant que je ne fais pas un travail en profondeur, tout est câblé chez moi pour regarder ce que les autres en pensent. C'est comme ça en fait, tous mes repères sont chez les autres. Ce n'est pas la bonne manière de faire, mais c'est pas simplement en disant il y a qu'à changer que ça change. Je me rappelle quelqu'un, un de mes anciens managers qui un jour où j'étais en pleine crise de panique au travail est venu en me disant mais Lauriane, faut te calmer. J'avais pas pensé, putain, c'est fou. Et la prochaine fois qu'il croise quelqu'un qui se noie, mais arrête de te noyer. Quoi. Nage, enfin, je sais pas. Voilà. Donc du coup, c'est quelque chose qui n'est pas du tout facile à faire, c'est un énorme travail pour nous. Donc évidemment, ce soir, on va pas pouvoir explorer en long, en large, en travers comment le faire, puisque ça se fait sur un temps long. Ça se fait, c'est des choses qui vont des fois toucher des choses très très personnelles, c'est chez les personnes qu'on accompagne. Et donc, ça se fait souvent en étant accompagné, justement, soit de professionnels ou autres, parce qu'il va falloir venir déconstruire beaucoup d'événements de notre
notre vie et ça peut engendrer des émotions qui sont très fortes. Ça peut être de la colère, ça peut être de la frustration, ça peut être beaucoup d'amertume, etc. Beaucoup de tristesse aussi. Et donc, c'est ok, c'est pas du tout ce qu'on va faire ce soir, évidemment. L'idée, c'est pas de faire un coaching géant en live, mais l'idée, c'est vraiment de venir questionner un petit peu, justement, qu'est-ce que ça peut nous apporter de faire ce travail-là, parce que c'est un travail qui est dur, donc qu'est-ce que ça peut nous apporter, quelles sont peut-être les premières clés pour amorcer ce travail, et voilà, comment on peut vivre ça, comment on peut vivre ce voyage intérieur et ce temps long pour arriver à changer en fait ce repère. Je suis désolée, je viens de penser à un truc, analogie encore. Pour ceux qui ont fait de la physique quand vous étiez au lycée, on parle des repères en physique. Il y a des repères géocentriques, donc c'est quand la Terre est le centre, et des repères héliocentriques, quand le Soleil est le centre de ce qu'on imagine, etc. Et donc en fait, se libérer du jugement extérieur, c'est un peu passer d'un repère extériocentrique à un repère self-centrique, si on peut dire. Et c'est pas aussi facile que travailler sur des vecteurs en physique. Donc ça demande un petit peu de travail, mais c'est quelque chose qui, je pense, est hyper puissant et qui va avoir énormément d'impact chez les multipotentiels. Voilà pour mon introduction. Je ne sais pas si tu as des choses à rajouter. Belle intro. Non, je trouve que Merci. c'est intéressant. Je pense que tu as bien dit pourquoi finalement, moi j'ai envie de souligner pourquoi en tant que multipotentiel on est autant affecté. Je veux dire, ok, de manière générale, et on va en parler justement, pourquoi finalement le regard des autres, il est si important, ça peut s'expliquer avec l'évolution qu'on a eue dans l'histoire de l'homme. Mais quand on a un profil en particulier, ce profil multipotentiel qui est tellement en empathie avec les autres, qui cherche tellement à comprendre et à anticiper et à aussi de temps en temps se suradapter par rapport à son environnement, eh bien, ça demande justement de faire un effort particulier pour comprendre et pour vraiment d'essayer de voir un petit peu ce que les gens pensent de toi, ce qu'ils pensent, quelles sont leurs opinions, pourquoi ils pensent ça, etc. Et de temps en temps, justement, on va un petit peu trop loin et on donne un petit peu trop d'importance justement au jugement extérieur, quitte C'est ça. à complètement oublier, tu l'as souligné, le fait d'avoir son propre jugement, en fait, son propre est-ce que je suis fier de ce que j'ai mis en place, est-ce que j'aurais pu faire mieux, etc. Mais on va en parler. Tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, je voulais rajouter un truc parce que je veux pas oublier d'en parler. C'est le fait aussi qu'en fait, quand tu as parlé d'empathie, ça m'a fait penser à ça. Je pense que chez beaucoup de multipotentiels, et en tout cas, je sais que moi, ça m'est arrivé personnellement, et j'ai l'impression que c'est ce que j'entends souvent dans les gens qu'on peut accompagner dans la communauté ou ce genre de choses. En fait, on confond donner le pouvoir du jugement aux gens à l'extérieur et notre capacité d'empathie. Et en fait, en liant les deux, on a l'impression que faire ce travail de se libérer du jugement des autres, on va perdre Tout à fait. cette capacité d'empathie. Donc du coup, on va perdre une partie forte de notre personnalité et de notre identité. Et en fait, parce que ça, dans la manière dont on les a utilisées toute notre vie, c'est complètement lié. Elles sont vraiment tressées l'une à l'autre, ces deux choses. Alors, je sais pas si j'ai trouvé des mots pour arriver à vous convaincre que c'est pas le cas. La seule chose que je peux vous dire, c'est que d'expérience, c'est absolument pas ce qui s'est passé pour moi. Ce sont vraiment deux compétences complètement distinctes. Et le fait de se libérer du jugement des autres n'a absolument pas atteint, en tout cas j'ai pas du tout l'impression, ma capacité d'empathie. Je pense même que le fait d'être beaucoup plus sereine par rapport à ce que les autres peuvent penser de moi me rend plus capable, me donne plus de capacité à utiliser l'empathie au lieu d'allouer des ressources sur comment les autres me voient. Essayer de corriger ça, parce que sinon on s'en ficherait en fait. Si on s'en fichait, c'est pas grave. Le problème c'est qu'on s'en fiche pas. Mais donc du coup, en fait, c'est faire ce travail de se dire en fait, je vais me libérer du jugement des autres pour me concentrer sur moi. Ça n'est pas égoïste et ça ne vient pas du tout entamer notre capacité à l'empathie, à l'aide qu'on peut apporter et à tout ce qui est positif chez nous. Bien au contraire, bien au contraire. Voilà, c'est juste quand t'as dit ça, je me suis dit ça a allumé des trucs dans ma tête. J'ai vu qu'il y avait des étincelles, c'est pour ça que je me dis, oulala, faut pas perdre ça. Bon, ok, on peut commencer par pourquoi finalement les jugements nous affectent-ils autant? Moi, si tu veux, c'est un sujet que je trouve passionnant et que je partage très souvent en cours quand j'enseigne sur le marketing, sur la psychologie, le consommateur, etc. dans les écoles. J'essaye de parler des biais cognitifs, d'où ils viennent, etc. Et ça fait partie finalement
le jugement extérieur, on peut l'expliquer justement pour des raisons biologiques. Ce besoin d'appartenance au groupe peut s'expliquer du fait que eh bien, l'homme ne, peut, ne pouvait pas survivre seul dans la nature, il avait besoin du groupe, Toujours pas d'ailleurs. et il peut toujours pas. Et le rejet du groupe, ça équivaut en fait à la mort. En fait, tu as l'impression de mourir. En 2003, il y avait une étude qui avait été menée pour voir un petit peu quelle zone du cerveau était activée à ce moment-là quand tu étais rejeté, et c'est les mêmes zones que pour la douleur physique. C'est pour ça qu'il y en a qui disent que c'est aussi douloureux qu'avoir un accident de voiture ou une greffe de rein. Alors, je sais pas pourquoi ils prennent la greffe de rein, mais en tout cas, que c'est particulièrement douloureux, et même physiquement, c'est les mêmes zones du cerveau, et c'est vraiment quelque chose qui est très fort et très ancré finalement dans notre fonctionnement. Et Ça, c'est une des au-delà de premières raisons. ça, Ouais. ouais, au-delà de ça, pour rebondir sur ça, il y avait eu des expériences pendant, je sais plus après quelle guerre, c'est pendant la guerre froide ou après la Seconde Guerre mondiale, sur des bébés dans des orphelinats qui du coup étaient tellement nombreux, il y avait tellement pas assez de monde pour s'en occuper, qu'ils avaient quasiment pas d'interaction avec d'autres êtres humains. Ils étaient dans leur berceau et ils étaient seuls, et certains bébés se laissaient mourir parce que sans interaction, sans communication avec les autres, on dépérit en fait. Et ce qui est assez marrant, ça c'est le côté biologique qui parle, mais c'est que c'est exactement la même chose pour nos cellules ou la même chose pour nos neurones. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de stimulation, s'il n'y a pas d'interaction avec les autres, la connexion se perd, la cellule meurt. Si elle n'est plus en relation avec les autres, elle meurt. Elle ne survit que dans le tissu, ou le neurone ne survit que dans le réseau neuronal. S'il est plus stimulé, il disparaît, puisque ça veut dire qu'il est inutile. Et c'est vrai que cet instinct grégaire, au final, je pense, est très très important. En tout cas, sous-tend énormément des choses, notamment ce que je disais au début, ce besoin de se conformer à ce que le groupe attend, qu'on a tous vécu en tant que multi. Effectivement, il y a cette construction, mais ça vient de ça vient de ce besoin d'être accepté par le groupe. Comme tu l'as dit, sans ça, ça marche pas. C'est ça, il y a des raisons donc évolutives, et après il y a le conditionnement social. Tu l'as dit, hein, depuis l'enfance en fait, on nous apprend à rechercher l'approbation, que ce soit de nos parents, que ce soit des enseignants, des pairs, etc. Et donc on est constamment en recherche en fait. Est-ce que j'ai donné la bonne réponse? Est-ce que c'est ça que t'attendais de moi finalement? Même si la vie ne fonctionne pas forcément comme ça, parce que la vie c'est faire des erreurs, essayer de chercher, faire des expériences pour pouvoir s'améliorer et arriver finalement à faire quelque chose que tu n'arrives pas à faire. Et c'est pas ce qu'on t'apprend malheureusement dans l'éducation. Mais c'est un autre sujet dont on pourra débattre peut-être une autre fois. Malheureusement, ça a vraiment des conséquences sur cette estime de soi et sur cette recherche constante d'approbation auprès de tous nos proches et tout notre cercle familial. Les deux étant intrinsèquement liés, je pense, intrinsèquement Ouais. liés effectivement l'un à l'autre. Mais en tout cas, effectivement, ces choses-là, je pense, sont importantes à comprendre pour se dire que on passe tous par là, en fait. On passe tous par là parce que on est tous nés humains, on est tous nés dans des groupes, dans un environnement social, on est tous passés plus ou moins par les mêmes choses, et être accepté par le groupe conditionnait notre survie. En tout cas, si t'es pas réellement dans la vraie vie, pour notre cerveau, la petite partie la plus ancienne de notre cerveau, c'était sa réalité. Comme Julien l'a dit, sur les douleurs perçues quand on est rejeté du groupe, il y a qu'à voir toutes les conneries qu'on a pu faire en étant ado juste pour être accepté par un groupe. C'est clair. Voilà, on est tous passés par là. La problématique, je pense, pour nous, et tu me diras si je me trompe, mais c'est que on n'arrive pas en tant que multipotentiel, c'est extrêmement difficile pour nous d'en sortir, en fait. C'est-à-dire qu'on a du mal à comprendre qu'on a donné autant de pouvoir au jugement extérieur. Et que ça va tellement à l'encontre de qui on est à l'intérieur. Ouais. Je pense qu'au bout d'un moment, certains signaux, et on en a parlé la semaine dernière sur les burn-out, l'épuisement complet, vont t'indiquer que tu fais tellement attention à ce que pensent les autres de toi et ce qu'ils pensent que tu devrais faire dans ta vie, que tu t'es complètement zappé de l'équation. Et tu prends tes décisions uniquement sur est-ce que ça va plaire aux autres, je vais pas faire ça parce que sinon ils vont penser que je suis instable. Voilà, donc ça a des conséquences assez lourdes après pour la suite, et je pense que ces signaux te rappellent à l'ordre et te disent ok, peut-être que j'ai envie de refaire ce travail de savoir qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie, et d'arrêter de faire attention à ce qu'on me dit,
de baser mes décisions sur l'opinion des autres, quoi. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, moi? En tout cas, les gens après qui font ces recherches-là, au bout d'un moment, qui trouvent Cameo ou d'autres projets similaires, ont envie de se remettre, j'ai l'impression, au centre de l'équation et de se dire, ok, réellement qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter au monde, et de se poser toutes ces questions-là qui sont pas si évidentes parce qu'on t'a pas appris à te les poser, comme tu dis, hein, très rapidement. En fait, dans la société, on t'a dit le jugement extérieur il est capital, il faut avoir du pouvoir, il faut avoir de l'influence sur les gens, il faut se démarquer, il faut réussir financièrement, etc. Donc on t'impose un petit peu toutes ces façons, en fait, tous ces signaux externes. Où tu voulais C'est-à-dire, si t'es une femme, on t'a demandé de pas parler trop fort, de pas trop dépasser, d'être jolie, mais pas trop, d'être intelligente, mais pas trop, de parler, mais pas trop, d'être rigolote, mais pas trop. Enfin bref, vous voyez le truc pour les femmes qui nous écoutent. En tout cas, on a tous, que ce soit homme ou femme, reçu des signaux qui ne correspondaient pas forcément à ce que nous, on avait envie de faire en interne. Je voulais juste amener ce truc-là parce que moi, on m'a jamais dit faut que tu sois j'allais dire powerful, faut que tu aies du pouvoir et tout. Moi, on m'a jamais dit ça. Alors, tu fais très bien de le souligner. Tu fais très, très bien de le souligner. Moi, ça m'amène à une histoire. J'avais quelqu'un dans ma famille qui disait justement non, mais Julien, un homme, ça doit être toujours, toujours froid, toujours calculé, etc. Tu vois, et vraiment, je l'ai pris pour, ouais, c'est vrai, les gens qui, j'ai l'impression, qui en jettent, qui ont du pouvoir, c'est des gens qui maîtrisent leurs émotions, même carrément, c'est même pas une maîtrise, mais qui les rejettent, qui les mettent de côté, qui se construisent une armure. Et ça, aujourd'hui, je vois à quel point c'est insensé, en fait. Je vois à quel point ça t'empêche d'avancer, de ne pas écouter ces signaux, de rejeter complètement une partie de toi qui essaie de te parler et te dire attends, je suis là, j'existe, c'est ce que tu ressens, il n'y a pas de c'est bien, c'est mal, c'est ce que tu ressens, et c'est tout, c'est des signaux. Avec le recul, vraiment, je me dis ouais, en fait, comme tu dis, ces archétypes, ils ont la vie dure. Ouais, j'ai vu un reportage, alors rien à voir, j'ai vu un petit documentaire, mes petites digressions, sur un psychologue, je sais plus en quoi il était spécialisé, qui disait que l'incidence de la sociopathie en France était 1%, donc dans la population. Il y a 1% des gens qui souffrent de sociopathie, c'est-à-dire qu'ils ont incapacité d'empathie, incapacité de se mettre à la place des autres, etc. Donc c'est des signes cliniques de la sociopathie, pas juste c'est un sociopathe. Et dès qu'on on monte dans la hiérarchie des entreprises ou dans tout ce qui est pouvoir, politique, etc., on passe à une incidence de 30%. Donc, ce que tu dis sur, ben oui, effectivement, pour être un homme de pouvoir, c'est froid, pas d'émotion, pas d'empathie, etc. Ben oui, forcément, c'est les gens qui ont le plus de pouvoir, c'est ceux qui les utilisent, donc ça fait sens, mais du coup, ça ne représente absolument pas les 99 autres % de la population, en fait. Là-dessus, évidemment, c'est sociopathie, je crois que c'est non-genré, hein. 1% c'est homme ou femme confondu, mais voilà, c'est 99% du coup des hommes et des femmes qui restent ne sont pas comme ça, ont des émotions et ils ont besoin d'apprendre à savoir quoi en faire, et pourtant tout ce qu'on leur propose comme chose, c'est comme modèle, c'est la sociopathie en fait, pour réussir. C'est ça. Donc les modèles de réussite, c'est ça en fait. C'est vraiment ok. Vous avez vu les gens qui arrivent au pouvoir, les gens qui ont de l'influence, les gens dont on parle. C'est des gens qui arrivent à maîtriser même chaque mot qu'ils vont dire, parce que tu vois, même là, l'exercice qu'on fait là, je veux dire, cette discussion, on pourrait l'avoir dans notre salon, tranquillement, autour d'un café, comme on l'a fait plusieurs fois. Quand tu commences à trop réfléchir, et je suis le premier à faire ça, et je l'ai fait pendant un moment avec le podcast, j'ai l'habitude de dire ça, moi je mets 10 minutes à réellement rentrer dedans, parce que, en tout cas c'était avant à l'époque, parce que j'avais l'impression qu'il fallait que je dise les trucs justes, des trucs intelligents, qu'est-ce qu'on va penser de moi, est-ce que je vais pas me rater, et évidemment en pensant ça, je me rate et je bafouille. En fait, quand tu arrives à te détacher de ça, et juste être dans le moment présent, comme si jamais t'étais, voilà, on a une discussion entre toi et moi, et puis après il y a des gens aujourd'hui qui regardent le chat, et puis chacun a son propre opinion, mais c'est des opinions qui nous concernent, enfin qui sont propres en fait, c'est pas, elles n'ont pas de valeur plus que ça. Quand tu arrives à comprendre ça et justement juste profiter de l'instant et partager ce que tu as envie de partager de manière authentique, passionnée, enthousiaste, je pense que ça fait, enfin en tout cas moi je trouve que ça fait un bien fou. Mais on va y venir aussi, je pense les clés qui nous ont aidés à arriver là, même si c'est un travail aussi en continu. Hein. Ah oui, ça c'est... Je sais pas que toi, comment tu l'as vécu. Est-ce que tu as des exemples justement qui font que tu faisais tellement attention au regard et au jugement des autres que tu t'es interdit de faire des choses, tu as pris des chemins qui te correspondaient pas forcément? Oui, à des moments très précis, pas forcément au niveau
Alors, il y en a eu beaucoup au niveau professionnel, Hmm. quand, ben, j'ai voulu essayer d'avancer dans ma carrière et que j'ai dû essayer de me conformer à ce qu'on me disait qui était attendu, et ce qui a été absolument, catastrophique pour moi parce que, du coup, la personne que je présentais n'avait absolument aucune fondation. Ça n'était pas moi. Je ne savais plus qui j'étais, en plus à cette époque-là, mais non. Mais en fait, c'était pas moi, c'était pas vrai. Et du coup, ce que je présentais n'avait pas de substance. Et les gens le sentent de suite, en fait. Les gens sentent quand il n'y a pas de profondeur, quand il n'y a pas de substance, quand c'est pas solide. Et donc, en fait, le problème de se conformer en permanence, ça a déjà été un énorme handicap à un moment donné dans ma carrière. Et puis après, il y a eu tous les moments où les joies de la parentalité, pour ceux qui sont autour de nous et qui ont des enfants, c'est aussi un moment où on a énormément d'injonctions, où on doit se conformer à ce qui est attendu. Là encore, grosse chance, je pense, le fait d'être dans une culture différente, de devenir maman en Irlande et pas en France, a fait que j'ai un peu échappé aux injonctions et surtout j'ai pu... Alors j'ai pas échappé complètement, évidemment, hein, parce que sinon c'est pas drôle, mais j'ai pu plus facilement prendre du recul parce que j'avais deux discours différents. Les injonctions n'étant pas exactement les mêmes des deux côtés, il y a des choses que j'ai pu identifier comme étant plus culturelles que vraiment scientifiquement fondées ou ce genre de choses. Mais n'empêche que sur le coup, il y a eu plein de mauvaises décisions que j'ai prises à ces moments-là parce qu'il fallait se conformer, quoi. Parce que je pensais que sinon, je serais pas une bonne mère aux yeux des autres, parce que ma fille, pour ma fille, à partir du moment où elle a mangé et qu'elle était avec moi, elle, son jugement, c'était que c'était bon, quoi. C'est ça, c'est ça. C'est vrai que il y a souvent cet exemple qui est pris quand tu es enfant. En fait, tu te poses pas la question. Tu aimes un truc, tu as pas envie ou tu as envie de faire quelque chose, tu le dis et tu l'exprimes et point barre. Quoi. Tu te dis pas qu'est-ce qu'attendent mes parents, qu'est-ce qu'attendent les gens qui sont autour. J'ai envie de crier parce que je passe devant le rayon jouet et que j'ai envie de ça. Je le dis parce que j'en ai envie. Quoi. Il y a que toi en tant que parent à côté qui est là. Vas-y, arrête. Il y a tout le monde qui nous regarde. Tu te rends compte. Enfin, c'est vraiment l'expérience. Et là, ça traduit vraiment. Je pense que ces moments-là vraiment te mettent en face de la force du jugement extérieur, quoi, de te dire tout ce qui te passe par C'est la ça. tête, qu'est-ce qu'ils pensent les gens, ils pensent que je suis trop laxiste, ils vont penser si je commence à être trop autoritaire, ils vont dire que je suis pas un bon père, une bonne mère, etc. Là, tu te prends C'est tout en ça. pleine poire dans ces moments-là, et tu as intérêt à être bien dans tes baskets pour C'est ça. finalement juste avoir le comportement que tu as choisi d'avoir en tant que parent, parce qu'il n'y a pas une seule bonne manière de faire, notamment parce qu'il n'y a pas qu'un seul type d'enfants. Il y a des enfants, ils sont C'est tous ça. uniques. Et puis toi-même, tu as ta propre façon de faire avec l'environnement qui t'a inculqué des choses, ton évolution et ce que tu as envie finalement, les valeurs que tu as envie de traduire, etc. Et je pense qu'à ce moment-là, si tu n'es pas au clair avec ça, c'est facile d'être complètement perdu et de perdre les pédales. Alors je dis ça, tu vois, C'est dans un ça. environnement hyper calme, tu vois, mais je pense qu'il y a personne qui peut dire, et moi le premier, que ça me touche pas et que c'est pas des choses qui me traversent l'esprit, tu vois. Mais je le sens, Mais tu bien vois, de sûr. suite. Mais en fait, l'idée, c'est que si on reprend le cas du gamin dans le magasin de jouets qui fait le truc, mais en fait, il n'y a que nous qui l'avons accompagné toute la journée ou qui le connaissons très bien, qui savons son niveau de fatigue, ce qu'il est capable de prendre, qu'est-ce qu'il est capable de comprendre à son âge aussi, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens. En général, les meilleurs donneurs de conseils, c'est ceux qui n'ont pas d'enfants. Donc c'est toujours marrant. Et j'étais la première comme ça, donc c'est pas non plus une critique, parce qu'en fait, je pense que c'est vraiment, pour le coup, il n'y a pas beaucoup d'expériences qui sont comme ça, mais je pense que c'est qu'un truc, tant que tu l'as pas vécu de toi-même, c'est compliqué de te rendre compte exactement ce que ça implique. Mais je veux dire, les autres sont pas à ta place pour savoir quelle journée toi tu as passé, quelle disponibilité émotionnelle est-ce que tu as, quelle est celle de ton enfant, où est-ce que tu en es, etc. Par contre, à partir du moment où toi, tu sais quelles sont tes limites à toi à pas dépasser en tant que parent et qu'est-ce que tu essayes d'apprendre à ton enfant et qu'est-ce que tu es capable de gérer ou pas. Et ça s'apprend. C'est pas, on n'a jamais juste du premier coup, etc. Ça s'apprend. Mais une fois qu'on sait qui on est en tant que parent, ce qui nous intéresse à ce moment-là pendant le magasin de jouets, c'est nous, notre enfant et la relation qu'on a entre nous deux, en fait. Et au bout d'un moment, les autres, ben, ils peuvent penser ce qu'ils veulent. C'est pas eux qui vont rentrer à la maison, c'est pas eux qui vont avoir à gérer le truc. Ouais, Et alors, pour... ouais. Vas-y, vas-y. Non, mais ce qui est marrant, c'est que ce que tu viens de dire, tu peux l'appliquer, là tu l'appliques dans le cadre d'un enfant, d'un parent avec son enfant, mais tu pourrais dire de manière générale avec tes choix, quoi. Avec tes choix Mais de oui, carrière, avec ta propre... Enfin, les gens c'est ça. ne sont pas dans ta tête. Tu donnes une image, en fait, que tu as bien envie de donner, mais ils n'ont pas ton quotidien, ils n'ont pas ce que tu as vécu dans la journée, dans ta vie précédemment, etc. Ils vont te C'est juger sur ça. le moment, et souvent ça va être une réflexion
de leurs propres croyances, ce qu'ils vivent sur le moment, les conseils qu'ils aimeraient pouvoir entendre aussi, etc. Souvent, les gens, enfin c'est pas souvent, mais C'est très tout le souvent, temps, les gens c'est ce que j'allais c'est dire. tout le temps en fait. Les gens se parlent à eux-mêmes. Quand tu te parles, quand tu commences à donner des conseils, tu fais que te les donner à toi-même en fait. C'est Et quand ça. tu comprends ça en fait que on te constamment, parce que c'est naturel, on se juge tous, on a besoin de ça, notre cerveau a besoin de faire ça pour pouvoir après avoir des comportements, des automatismes qui nous permettent de dépenser un petit peu moins d'énergie, etc. Mais bon, bref, en tout cas, c'est quelque chose de très naturel, le fait d'avoir Mm. de juger une situation, de juger une personne par rapport à son apparence, sa façon de parler, etc. Mais une fois que tu comprends que tout ça, ça n'appartient qu'à la personne en face, que ça soit dans la critique qui est positive ou négative ou positive, hein, dans les deux sens, même Mm, quand mm, on mm. t'en sens, on dit mais vous êtes géniaux, vous avez fait des trucs extraordinaires, vous avez changé ma vie, ça appartient à la personne qui est en face, dans un cas comme dans l'autre. Il faut, ouais, moi je l'accueille d'une manière ok, mais c'est pas des choses qui t'appartiennent réellement. Il y avait un exemple qui était intéressant. Moi, j'avais entendu un coach parler du fait, il prenait l'exemple, c'est un enfant qui vient te voir dans la rue et il te croise et il va te dire ah t'es ridicule avec tes cheveux violets, t'es ridicule. Et puis il s'en va. Toi, t'as pas les cheveux violets, t'es très bien. Et en fait, tu vas juste rigoler. Ah, il est mignon. Tiens, c'est marrant. En fait, il s'est construit son image là, et puis il a rigolé de quelque chose qu'il avait en tête, quoi. Et en fait, Mm. on pourrait faire exactement la même chose de quelqu'un qui vient te critiquer sur peu importe le sujet. Et malheureusement, souvent, c'est pas forcément des conseils ou des critiques qui sont demandés. Hein, c'est pour ça qu'il faut faire attention avec les conseils qu'on peut donner gratuits comme ça, alors que quelqu'un vient juste partager un ressenti, une situation. Il faut faire attention parce que bien souvent, on n'a pas, enfin c'est pas souvent, on n'a pas toutes les infos et les personnes qui vont Jamais. nous les donner n'ont pas ces infos-là. Donc c'est ok. Et sans doute, moi, c'est ce que je pense dans certaines situations, que ce soit mes proches, et où on a tendance à se dire, ah, mes parents auraient pu se comporter différemment, ils auraient pu me faire ça, j'aurais pu avoir machin, etc. Mais va savoir dans les mêmes conditions qu'eux, finalement, avec les Qu'est-ce que mêmes t'en fais? informations, avec qu'est-ce que tu aurais fait finalement, réellement. Tu vois, Mm, c'est ce mm, qu'on mm. voit aujourd'hui, c'est vraiment la mode finalement de critiquer des choses passées dans l'histoire en disant, tu te rends compte, cette personne finalement, elle était pas parfaite, quoi, tu vois, c'était pas le héros qu'on a envie de dire, mais j'ai envie de vous dire, mais personne n'est un héros Mm, mm, parfait, mm. personne n'a absolument rien fait dans sa vie de mal, enfin, on a tous une part sombre déjà, tu vois, mais c'est tellement facile finalement dans son canapé de critiquer des comportements, des décisions qui ont été prises sur certaines. Alors il y a des choses évidemment qu'on peut dire condamnables, évidemment il y a des choses qui sont horribles, des décisions, ok. Mais je veux dire, c'est facile vraiment de le faire de l'extérieur tranquillement quand finalement tu n'as pas l'avis des personnes qui sont en face de toi. C'est ça. Et même pour, en fait, ce que tu évoquais, ce que tu disais, ça m'évoque un truc. Donc évidemment, là, on en parle en tant que parent, on en parle dans la vie en général. Et pour moi, c'est encore plus vrai quand on est multipotentiel. Euh, ce qui est compliqué quand on est multipotentiel, c'est que tant qu'on n'a pas fait de travail sur soi, et c'est ce dont on parle, nous, quand on parle de fil rouge à chaque fois, vous nous avez entendu sûrement plein de fois en parler, le fil rouge, pourquoi il est important? Il n'est pas important parce qu'on a envie d'étendre du linge, il est important parce que C'est pas mal. il est important parce que, en fait, ce fil rouge, c'est ce qui nous permet à nous de trouver de la cohérence dans notre propre profil. Et tant que nous, on n'a pas cette cohérence-là en interne, on ne peut pas on ne peut pas le donner en externe. Si nous, on est cohérent vis-à-vis de nous-mêmes, sur nos expériences, sur pourquoi on fait les choses, sur ce qui nous motive, etc. Le jour où quelqu'un vient, alors qu'il nous dit pas ce coup-ci, t'as les cheveux violets, mais il te dit ah, t'es un sap, t'as encore changé de projet, et toi tu peux lui dire bah non, en fait je suis pas changé. Enfin, pour moi c'est toujours le même projet, je suis passée à une nouvelle étape, juste. Mais en fait, enfin, c'est totalement cohérent parce que dans celui-là j'ai fait ça, puis dans celui-là j'ai fait ça. Et en fait, à partir du moment où c'est cohérent à nos propres yeux, à partir du moment où ce qu'on fait est solide et nous correspond et on est aligné en adéquation avec ça, on n'a plus. En fait, c'est même pas qu'on doit faire un effort pour se libérer du jugement des autres, c'est qu'en fait, le jugement des autres n'a quasiment plus de prise sur nous. Après, il va y avoir effectivement notre entourage proche ou les blessures émotionnelles qu'on peut avoir qui peuvent nous rendre plus sensibles à certains mots, certaines phrases, certains regards, etc. Mais en soi, pour moi, la chose principale à comprendre, c'est que se libérer du regard des autres, ce n'est pas un travail actif qu'on doit faire en se disant je vais me libérer du regard des autres. Le travail actif qu'on a à faire, c'est à dire
je vais comprendre comment je fonctionne, quelles sont mes limites, qu'est-ce que je veux faire, quel est mon projet de vie, quelles sont mes missions, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce qui me motive, pourquoi je fais les choses, qu'est-ce qui est cohérent pour moi. Et après, en fait, c'est pas que je me libère du jugement extérieur, c'est qu'en fait, ils n'ont plus de prise sur moi. Ils sont toujours là, les gens vous jugeront toujours, en fait, hein. Je veux dire, nous les premiers, on sait que le fait de s'exposer comme ça, de faire un projet, de prendre la parole sur des sujets, etc., il y a des gens qui vont critiquer, il y a des gens qui vont pas être d'accord. Bon, on n'a pas des prises de parole, et on n'est pas encore suffisamment connus pour qu'on se prenne des backlash de fou, mais ça nous est déjà arrivé de recevoir des critiques sur des choses qu'on faisait. Mais si nous, on sait que ce qu'on fait, c'est en adéquation avec ce qu'on croit, que ça correspond à notre éthique de travail, que ça correspond à nos valeurs, qu'on est aligné avec ce qu'on propose, on peut se tromper, c'est pas le souci. Mais en fait, ces critiques-là, ces jugements-là, ne vont pas venir remettre en question tout ce qu'on est, tout ce qu'on fait et tout ce qu'on propose. Parce que nous, on sait, on a compris qu'est-ce qu'on proposait, qu'est-ce qu'on voulait, quelles étaient nos valeurs, comment on fait les choses. On est aligné, on est solide par ça et on a de bonnes fondations internes. Donc en fait, il n'y a pas un travail. Enfin, vraiment, moi, si c'est vrai que là, je relis la question, je me dis, mais en fait, comment se libérer des jugements extérieurs? En fait, ça s'est fait tout seul. Ça s'est fait tout seul parce qu'à un moment donné, ils n'ont plus eu de prise sur moi. Parce que j'ai commencé à créer cette cohérence, j'ai commencé à comprendre qui j'étais, comment je voulais être, qui je voulais être, qu'est-ce qui était fort chez moi, qu'est-ce qui l'était moins. Une fois que je sais que, oui, effectivement, faire la même tâche tous les jours sans évolution, c'est pas là que vous m'aurez au meilleur de mes capacités. Bon, bah, si on me critique sur ça, je veux dire, bah oui, je sais, en fait. Enfin, ok, ouais, je sais, je fonctionne comme ça, ouais, effectivement. Moi, les projets au long cours, c'est compliqué. Il va falloir que j'ai de l'aide, il va falloir des nouveautés, il va falloir des trucs. Ok, mais je fonctionne comme ça, en fait. Et en plus, je m'en cache pas. Si on a une discussion ensemble, je vais te le dire, la première, je te dire, ouais, moi, si tu me demandes de faire exactement la même chose pendant 20 ans, c'est mort, en fait. Ouais. Et c'est ok. Tu peux me juger dessus si tu veux, mais en fait, je vais juste aller trouver un truc qui me correspond mieux, quoi. Je pense qu'on a tendance, enfin, comme tu le dis, en fait, c'est un travail sur soi qui, après, a des répercussions sur le fait que tu ne prends plus en considération ces jugements extérieurs qui existent toujours. Ou en tout cas, tu entends ceux qui peuvent vraiment te faire avancer parce que tu sais qu'ils sont demandés, qui sont constructifs, qui sont compatibles aussi avec tes valeurs, parce que tu t'es entouré de gens avec qui tu peux avoir des valeurs en commun. Et là, je pense que cette critique à ce moment-là peut être constructive et peut te faire avancer, peut te faire évoluer parce que tu sais qu'elle est apportée avec beaucoup de compassion, avec beaucoup Alors, de la compassion, de la bienveillance surtout. La bienveillance. Et ouais. avec une certaine connaissance, c'est-à-dire que je vais pas demander à mon boulanger de savoir comment on va développer le business de Caméo, en fait. Ah bon. Même s'il est très bienveillant, bah, j'en ai pas déjà parce qu'en Irlande ça n'existe pas, mais même s'il est très bienveillant, même si c'est un très bon, il est très bon au niveau de son business model, etc. Même si toutes les choses sont réunies, on n'est absolument pas dans le même cadre. Et ça, c'est vraiment une première des choses qu'on fait. Et moi, ça, c'est un truc, quand j'ai rejoint Caméo et que j'ai rejoint le parcours, c'est une des choses qui me tenait vraiment à cœur, c'était la partie de créer son équipe. S'il y a des parcoureurs qui nous écoutent, des parcoureuses, c'est quelque chose qui a beaucoup évolué, mais qui me tient beaucoup à cœur. C'est comprendre, en fait, quelles sont les personnes dans notre entourage à qui, si quelque chose nous remet en question, à qui je peux aller discuter d'un point ou d'un autre, en sachant qu'est-ce que je vais attendre de cette personne et en sachant de quoi je peux lui parler. Et en fait, connaître son entourage comme ça permet en fait de se créer son filet de sécurité. Ok, en fait, quelqu'un me fait une critique à l'extérieur, ok, même peu importe ce que sur la parentalité, sur machin, ok, on me fait une critique extérieure, j'ai ma belle-mère qui me dit telle chose sur ma façon d'être mère, machin, à qui je vais aller en parler? Qui de mes amis, de ma famille, de mon entourage, je vais pouvoir aller parler pour discuter de ce point précis-là, parce que c'est une personne qui me connaît
qui connaît... Ah, ça s'est agité à Nice, c'est ça. C'est une personne qui me connaît, qui connaît profondément mes valeurs, la façon dont j'ai envie d'être maman, qui sait la relation que j'essaye de construire avec ma fille, qui est déjà passée par là, qui a elle-même des enfants. Et je sais que sa façon de penser la parentalité, l'enfance, etc., est alignée avec mes valeurs. Donc je sais que quand je vais discuter avec elle, cette discussion-là va être posée. Elle va pas juste être un véhicule à toutes les injonctions que je ne partage pas forcément, ou sans recul, ou sans chose, et je sais que ça va être très bienveillant. Mais je sais que c'est avec cette personne-là que je vais parler de ça. Et j'ai beau adorer cette personne-là, et c'est la première personne avec qui je vais aller pour parler parentalité, c'est pas vers elle que je vais aller pour parler de ce qu'on fait avec Caméo et de mes projets professionnels, parce que pour le coup, ça n'est absolument pas, avec toute sa bienveillance, avec toute l'amitié qui nous relie depuis 20 ans, ben, elle peut rien m'apporter. Ce sera la première à me dire, mais c'est bien, ça te fait, t'es bien, c'est bien. parce que, parce que voilà, c'est pas quelqu'un comme ça. Et donc, du coup, le fait de se créer, d'analyser, alors, sans aller très loin, mais de repérer dans son entourage, d'apprendre à se créer son équipe quand on est sur un projet comme ça, pour moi, c'est extrêmement important parce que ça permet justement de faire ça. C'est-à-dire que ça permet de se créer des espaces où quand quelque chose se passe, qui nous remet un peu en question et qui vient nous toucher, ça sert à rien d'en parler avec la personne qu'on connaît ni David ni Adam qui nous a fait une réflexion comme ça en passant. Il faut aller en parler avec ces personnes-là de confiance pour être dans un endroit sécurisé. Et c'est vrai qu'au début, quand tu débutes ta vie, ben, l'entourage que tu as le plus proche, ça va être ta famille. Et c'est vrai que de temps en temps, ils ont aussi des manières de fonctionner et puis des vies dont qui ne te correspondent pas, en fait. Et c'est vrai que eux, la plupart du temps, vont te donner des conseils ou ils vont te juger tes décisions de manière bienveillante en te disant, moi, j'ai envie que tu réussisses, j'ai envie que tu fasses carrière, j'ai envie que tu trouves ta vocation. Mais ils ont tout simplement pas le même fonctionnement que vous, et à ce moment-là, vous écoutez des conseils de personnes qui n'ont pas forcément la vie que vous imaginez pour vous. Et donc, comme tu dis, c'est pas forcément les bonnes personnes avec qui en parler. Et quand tu commences, je pense, à vraiment t'apercevoir que, comme tu dis, hein, tu choisis finalement les gens à qui tu peux parler de certains sujets et d'autres. Hein, comme tu dis, tu vas pas parler à ton boulanger de qu'est-ce que tu veux faire chez Caméo, quels sont les prochains projets sur lesquels on devrait travailler, etc. Je pense qu'à ce moment-là, tu commences à avoir des informations qui sont beaucoup plus saines, qui vraiment te font avancer. C'est ça. Parce que là, tu as vraiment des personnes qui peuvent te conseiller, et qui peuvent te faire évoluer sans te mettre des doutes dans tous les sens, sans t'apporter des jugements qui sont lourds, en te faisant douter de tes capacités, de flinguer l'estime que tu as de toi. Et en fait, pour moi, le fait de choisir ça, à qui on donne ce pouvoir-là, en fait, de nous donner des conseils pour faire des changements profonds, en fait, c'est un petit peu comme si vous essayiez de jouer au Jenga. Vous savez, le Jenga, c'est ces petites piles de bois là qu'on doit sortir et empiler, etc. Ben, en fait, laisser à quelqu'un que vous croisez 5 minutes dans une soirée, ou à quelqu'un qui vous connaît, au tonton machin que vous allez croiser là pendant les fêtes de Noël, puis que vous ne reverrez pas pendant 1 an, le pouvoir de vous détruire par 2-3 phrases, c'est comme si vous essayez de jouer au Jenga avec un enfant de 3 ans qui va juste venir et donner un grand coup de pied dans la tour. Dire ouais, mais en fait ça sert à rien en fait. Enfin, je veux dire, on peut pas jouer au Jenga avec un enfant de 3 ans, c'est pas possible en fait. Il va juste tout détruire. Si on veut faire une vraie bonne partie de Jenga qui va nous permettre de monter plus haut et de se construire en restant solide et posé, il faut être avec quelqu'un qui va savoir nous dire, bah là, cette pièce-là, tu peux essayer de l'enlever et de la positionner là. Il faut quelqu'un qui arrive à avoir cette réflexion-là. Il ne faut pas laisser tonton machin ou papy truc détruire la tour que nous, on essaye de construire depuis des années, juste parce qu'il se compare comme un enfant de 3 ans dans une partie de Jenga. Il faut savoir le remettre à sa place. Nous, on sait toute l'énergie qu'il y a et on sait ce qu'on veut faire. On sait que notre tour, là, elle est complète, elle est bien posée, mais en fait, on a besoin de réallouer certaines pièces à un autre endroit parce qu'on veut avoir une tour différente. Et on peut pas parler de ça avec tonton machin qui n'a aucune idée de ce qu'on est en train de faire, de qui on est, de quoi est composée la tour, etc. Et en fait, se libérer du jugement extérieur, c'est vraiment comprendre ça, en fait. C'est vraiment comprendre que les gens jugeront toujours, les gens feront toujours des réflexions, mais est-ce qu'on est suffisamment solide et en confiance nous-mêmes à l'intérieur, on a des fondations suffisamment solides en nous, en se connaissant, sachant pourquoi on fait les choses, etc., pour leur dire ah ouais, je comprends, ouais. Allez, je vais aller voir Tati machin. Et passer et juste en rigoler peut-être la prochaine fois qu'on parle d'un truc, ou voilà, mais en tout cas pas le laisser détruire notre tour. Il a pas le droit de faire ça.
Il n'a Mm. pas le droit dans le sens où c'est à nous de lui dire non, en fait, on le voit débarquer, on le voit sortir son truc, on voit le petit gamin de 3 ans arriver et avoir la main qui se lève comme ça pour tout bien tout mettre par terre. Et on dit non, 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 ça c'est ma tour. Tu vois, tu vas jouer avec tes jouets là-bas. Moi, ça c'est ma tour, elle est à moi. Elle est jolie, j'ai mis beaucoup d'efforts et là je suis en train de faire des trucs un peu précis, donc non, là aujourd'hui c'est pas toi qui vas jouer ma tour. Mais c'est nous qui pouvons le faire en fait. Mais c'est simplement parce qu'on sait de quoi est composée notre tour, on sait vers où on veut aller. Et donc du coup, bah voilà, il peut lever la main, il peut faire ce qu'il veut, il peut crier, il peut machin. C'est pas son problème en fait. Je sais pas si je suis peut-être un peu enflammée sur cette truc de Jenga. N'hésitez pas à me le dire dans les, dans les commentaires, à nous envoyer des petits messages si c'est un peu too much. Non, non, moi je trouve ça très parlant en fait. Tu donnes le pouvoir à ceux que tu veux bien en fait de pouvoir t'aider à construire ta tour et à jouer à ce jeu. Mais accorder autant de pouvoir à tonton Gérard qui te dit que dans ta vie tu fais les mauvais choix et que c'est pas comme ça qu'il faut faire dans la vie, parce que dans la vie il faut faire le même métier toute sa vie parce que sinon tu n'arriveras à rien et tu feras jamais carrière. Et financièrement il faut faire ça et dans tes choix de carrière, etc. Je veux dire, je fais une espèce voilà, c'est des gros traits quoi. Je fais mais en fait dans la réalité c'est vraiment comme ça que ça se passe souvent. Et on le prend vraiment à cœur en disant mais C'est ça, on le attends, vit comme ça en tout c'est cas. ça, on le vit quoi. Tu vois, on a du mal pendant un moment tant qu'on fait pas ce travail sur soi à mettre cette distance qu'il peut y avoir, cette distance émotionnelle par rapport à certaines personnes qui peuvent être assez agressives et pas trop faire attention par rapport à ce qu'il dit et la manière dont il le partage et quand il le partage, etc. C'est ça. Oui, parce que pour tonton Gérard, ce qu'il faut se dire, c'est que lui, il vous a sorti deux phrases assassines, mais ça lui a absolument pas changé sa vie. Hein. Il va aller boire son petit verre derrière, il va aller rentrer roupillé, ronflé, et il se lèvera aussi bien demain et prêt à sortir autant de conneries. Donc, il faut pas lui laisser ce pouvoir-là, mais j'aime pas dire faut pas lui laisser parce que c'est une injonction et que, comme vous l'avez compris, moi, les injonctions, ça fait 40 000, je déteste ça, donc j'essaie d'en faire le moins possible. Mais vraiment, le conseil que je peux vous donner, c'est comprenez-vous quel est votre tour de Jenga. Comprenez-vous comment vous voulez passer les pièces et comment vous allez déplacer vos propres pièces pour essayer d'aller ailleurs et comment tout ça est cohérent et comment tout ça peut être solide même si c'est pas forcément l'image que les gens imaginaient pour vous. Mais cette tour de Jenga, elle vous appartient à vous. Et vous avez le droit de dire, bah moi en fait, moi je suis comme ça et je vais vers là en fait. Vous avez le droit de faire ça. Alors là, tu parles de tonton Gérard, mais on pourrait dire exactement la même chose, des commentaires que vous pourriez avoir dans un contenu que vous pourriez créer, que ce soit un Ah oui. article, une vidéo, un podcast, peu importe. Je veux dire, souvent j'entends des personnes, ouais, j'ose pas publier, j'ose pas les retours que je vais avoir. Alors déjà, je vous rassure, hein, quand vous commencez à publier sur les réseaux sociaux, il n'y a pas grand monde qui publie. Donc vous inquiétez pas, avant d'avoir des retours un peu haineux, ça va prendre du temps. Et généralement, si vous dites des choses qui ont vraiment de l'importance, vous allez en avoir. Et c'est un bon signe, en fait. C'est un bon signe parce que ça va titiller un peu certains dans leur manière de fonctionner, dans les positions qu'ils peuvent avoir, etc. Mais pareil, ça leur appartient. Ça va pas changer leur vie. Ils vont lancer un petit pic en commentaire et puis s'en aller et puis jouer avec vous. C'est ce qu'on appelle des trolls. Hein. Tout le monde connaît cette expression maintenant. Mais ça n'a absolument aucune importance et ça ne doit pas vous faire vous remettre en question en fait dans ce que vous faites et dans la manière dont vous envisagez votre activité. Pas du tout. Si jamais c'est des personnes respectables et qu'ils le font avec de la bienveillance en vous disant écoute, moi d'après les études, d'après ce que j'ai vu, etc., je pense pas que ce soit exactement ça. Je pense que c'est la manière dont c'est fait. Tu vois, et là, ça peut vraiment vous faire évoluer parce que c'est des gens qui vont vraiment à cœur d'enrichir la discussion et d'amener un élément supplémentaire que vous puissiez peut-être changer de perspective ou en tout cas enrichir votre perspective. Voilà. Mais encore une fois, c'est vous qui le laissez, enfin, c'est vous qui mettez la distance qu'il faut parce que si vous avez plein de commentaires sur un truc, ça peut arriver de se tromper. On le sait tous, surtout quand on est en live comme ça ou quand on publie des trucs, on peut se planter sur un chiffre, sur un truc. Il peut y avoir quelqu'un qui vient vous le dire. On peut le prendre, on peut faire un erratum, on peut vérifier de son côté, mais on peut aussi remettre à sa place des gens qui se permettent de le dire de manière désobligeante, etc. Ce que je voulais dire aussi, c'est vous donner un exemple très très concret sur quelqu'un qui n'aime pas le contenu. Je me souviendrai toujours d'un quartier libre que j'ai écrit il y a l'année dernière, je crois déjà, ou je sais plus combien de temps, et c'était marrant parce que dans la même minute, on a reçu 2 emails de réponse.
un email qui nous disait non c'est bon je me désabonne là, les images, les métaphores tout ça c'est n'importe quoi, ça va trop loin, faut que vous arrêtiez, on comprend plus rien à ce que vous racontez. Et là moi j'avais pas encore avancé autant, j'étais assez nouvelle dans ce truc là, donc j'étais un peu oh merde qu'est-ce que j'ai fait et tout. Et littéralement le temps que je commence à me dire, donc là vous imaginez ma tour de Jenga qui était en train de commencer à s'écrouler, et dans la minute qui suit on reçoit un ah mais c'est génial, ça me parle tellement, je comprends avec ça. Et là en fait je pense que cet événement pour moi ça a été vraiment le truc de me dire en fait j'étais déjà dans ce chemin-là, hein, mais si ce que je dis j'y crois, si pour moi c'est ma manière de faire, c'est ma manière de concevoir les choses, c'est la manière de les exprimer et de les partager avec le monde, bah c'est ok, je vais pas être, ça va pas plaire à tout le monde. Mais en fait, si moi, je ne pourrais pas continuer à écrire des quartiers libres, je pourrais pas continuer à écrire des emails, des articles, etc. si je devais arrêter ou faire des lives, si je devais arrêter de faire des métaphores un peu pourries, si je devais arrêter d'imager les choses, parce que c'est comme ça que je conçois les choses en fait. Je fonctionne comme ça, donc si j'avais écouté cette personne-là parce que j'avais pas reçu le deuxième email et j'avais commencé à écrire des trucs sans toutes ces images, sans toutes ces choses qui passent, etc., et ben je suis certaine que je n'aurais pas les retours que je peux avoir aujourd'hui quand j'écris des quartiers libres, parce que ça ne serait pas moi en fait, ça serait probablement froid, un peu hautain ou un peu distancié. Bref, ça serait pas moi. Mais c'est parce que je savais qui j'étais, je savais que ma manière d'écrire, de présenter les choses, de présenter des informations, ça a toujours été comme ça, de manière très imagée, avec beaucoup de métaphores. Et ça plaît pas à tout le monde, mais c'est comme ça en fait. C'est comme ça. Et il y a d'autres personnes qui parlent de ces mêmes sujets de manière très différente et avec les mêmes, peut-être probablement les mêmes convictions et finalement les mêmes choses, mais qui l'expriment de manière qui correspond à d'autres personnes. En tout cas, moi je reste vraie avec moi-même et je vais essayer de m'améliorer, etc. Mais c'est pas une personne que je connais pas qui me répond sur un mail une fois, à qui je vais laisser le pouvoir de dire en fait je ne sais pas écrire et je vais arrêter parce que cette personne-là, un jour, a dit qu'elle allait se désabonner parce qu'une métaphore ne lui a pas plu. Donc mon tonton Gérard à moi est parti et je ne lui ai pas laissé le pouvoir d'arrêter ma carrière. Bon, je pense qu'on a bien fait le tour de la question. On pourrait continuer, je pense, avec pas mal de partage d'expériences chacun. On pourra peut-être en faire un autre épisode à un autre moment. En tout cas, si vous avez envie de partager vos vécus, vos expériences par rapport à ça, ou qu'est-ce qui a pu vous aider justement à faire en sorte de moins écouter les jugements extérieurs, en tout cas ça vous atteigne moins, eh bien sachez que ce jeudi 12 décembre, on aura une discussion dans la communauté qui est se détacher du regard des autres, vos clés pour avancer sereinement. Donc vous pouvez rejoindre, pour ceux si c'est pas déjà fait, vous pouvez rejoindre la communauté sur le site de Cameo, donc kmeo.fr/communauté avec un K. Vous pouvez la rejoindre gratuitement et après vous aurez accès à notre canal Discord dans lequel on tient toutes ces discussions en visio et on a toujours des discussions qui sont passionnantes. C'est vraiment un plaisir. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre ce jeudi pour ce sujet-là. Voilà. Si vous voulez que ça continue les lives aussi, parce que nous on s'éclate, mais vous avez le droit de dire aussi. Non, mais en tout cas n'hésitez pas si ça vous plaît et tout à nous le faire savoir aussi, puisque c'est toujours intéressant de savoir comment c'est reçu. Donc voilà. Ah, sur Instagram, il y a Sensiblement Vrai qui dit « Vive les métaphores ». Merci. On est d'accord, c'est quand même vachement mieux la vie avec des métaphores. Si vous aimez les métaphores, abonnez-vous à la newsletter. Je pense que vous serez servi à jeudi soir. C'est clair. Allez, on vous souhaite une excellente soirée. On vous dit à très très bientôt. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt. Vite. Bonne soirée. Ciao, ciao. Et voilà, cet épisode est terminé. On espère qu'il t'a plu et qu'il a pu t'aider. Si c'est le cas, n'hésite pas à nous le faire savoir en notant et commentant cet épisode sur ta plateforme d'écoute préférée, voire en le partageant, cela nous aide énormément. Si tu es dans la démarche de comprendre ton fonctionnement pour te détacher des étiquettes qu'on t'a accolées toute ta vie, n'hésite pas à regarder tout le contenu qu'on propose sur notre site internet cameo.fr, kmeo.fr. Je suis sûre que tu y trouveras énormément de ressources pour t'aider dans ce cheminement. À très bientôt!